Gimos et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo puisque j'ai eu l'immense honneur de rencontrer Florence Porcel pour l'occasion des 111 ans de Deux Citres et du coup je lui ai posé quelques questions mais avant tout je la laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Florence, je suis vulgarisatrice scientifique et je suis spécialisée dans l'espace et les sciences de l'univers. Alors Florence, tu as un parcours assez dense et hétéroclite qui au premier abord peut sembler un petit peu étrange, mais n'es-tu pas d'accord pour dire que ta passion pour l'espace a toujours été une sorte de fil conducteur ou du moins un moteur dans les projets dans lesquels tu t'es lancé? Un moteur, oui, clairement. Alors bien sûr j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies et que tout ça n'a pas l'air très cohérent, mais c'est très cohérent en fait quand on suit pas à pas ce que j'ai fait. Je suis pas scientifique donc voilà, j'ai fait des études de théâtre, je suis comédienne et j'ai un diplôme de journalisme que j'ai eu pour faire plaisir à mes parents, mais parce que j'avais fait une promesse donc que j'ai tenue, et en fait j'ai commencé ma carrière dans les médias. Et finalement me retrouver à écrire des livres, à être sur YouTube, etc. tout en parlant de ma passion, c'est pas... Voilà, je suis comédienne, donc je joue des personnages devant une caméra, je parle d'espace, j'écris, enfin je veux dire, tout ça finalement reste à peu près cohérent. Voilà, en fait toutes les compétences que tu as accumulées te permettent aujourd'hui de pouvoir parler de ta passion et exactement. de mettre à profit tout ça en fait. C'est exactement ça, j'ai pris toutes mes compétences, tout ce que j'ai appris pendant mes formations et je mets tout ça au service de la vulgarisation scientifique. Donc ça prend des formes diverses comme des livres, des bandes dessinées, des vidéos, des conférences, des documentaires, que sais-je. Alors on te retrouve sur différentes plateformes comme YouTube, que ce soit sur ta chaîne ou sur String Theory, mais également sur iTunes avec tes fameux podcasts de la folle histoire de l'univers. Mais du coup, comment as-tu franchi le pas de ton tout premier podcast? On se doute bien que c'était pour partager ta passion, mais comment en es-tu venue à choisir ce format plutôt qu'un autre? En fait, oui, moi j'ai fait mon coming out scientifique très tard, en 2012. Et en fait, je l'ai fait sur mon blog, parce qu'à l'époque, c'était l'époque des blogs. Et en fait, ça a bien marché, enfin, ça a fait une sorte de buzz. Et je me suis dit, ah, mais en fait, je suis pas la seule à être passionnée de science, mais pas à être forcément scientifique. Et on est plein dans le même délire que moi. Donc déjà, ça m'a fait plaisir, parce que je me sentais seule depuis 27 ans, 28 ans, 29 ans même. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec toute une communauté de gens qui étaient passionnés par les mêmes sujets que moi. Et j'avais gardé ça secrètement depuis tellement longtemps, enfin, depuis toujours en fait, que avoir fait cette espèce de coming out, ça n'a pas été suffisant. Je voulais faire plus. Et donc, j'ai fait ce podcast. Et effectivement, c'était chaque semaine. Et c'était de l'actu. C'est une sorte de JT du spatial et des sciences de l'univers. Exactement ce que je voulais trouver à la télé et qui n'existait pas. Donc je me suis dit, je vais le faire moi-même, avec les moyens du bord. Et donc j'ai fait ça chaque semaine, donc de l'actu, sur 8 rubriques, toujours les mêmes, que je remplissais selon l'actualité des domaines que je traite. Et je l'ai fait sur des images d'illustration et en voix off, parce que je voulais pas montrer ma tête. Parce que je travaillais à la télé à l'époque et c'était déjà assez violent et que j'avais déjà eu une expérience de vidéo qui avait tourné dans tous les médias, qui avait fait le buzz, etc. Et où aussi je m'étais pris vraiment beaucoup de violence et de harcèlement. Voilà. Donc je me suis dit, le CV vidéo j'ai fait, la télé je suis en plein dedans, donc si je me lance sur YouTube, je le fais pas en montrant ma tête parce que c'est trop violent, je peux pas me rajouter ça en plus. Donc j'ai mis ma voix off. Et c'est ensuite, une fois que je suis passée, j'ai arrêté la télé et j'ai fait de la radio. Là j'étais un peu moins exposée que quand j'étais à la télé et l'expérience du CV vidéo s'était éloignée dans le temps et je me suis sentie prête à refaire des vidéos face cam et à recevoir encore ce flux de violences sexistes. Et voilà. Maintenant, on va un petit peu parler du premier livre que tu as écrit qui s'appelle L'espace sans gravité. Et l'une des premières questions que je voulais te poser concerne les femmes, puisqu'elles prennent une place assez importante dans plusieurs chapitres de ton livre. Et je me suis demandé si c'était une volonté dès le départ, avant même l'écriture, de redonner leur lettre de noblesse à ces femmes de science, ou si c'était venu durant la phase d'écriture suite à des découvertes que tu aurais pu effectuer avec les différentes recherches que tu as faites. Non, les femmes ont une place importante dans l'espace sans gravité parce qu'elles ont une place importante dans l'histoire en fait. Je sais pas, je leur ai mis une place plus importante qu'elles n'ont eu. Non, c'est qu'elles ont eu une place même primordiale pour certaines et on ne les connaît pas parce que le patriarcat, le sexisme culturel, etc. Donc j'ai voulu, moi à mon humble échelle, les mettre en avant, mais comme j'ai mis en avant des hommes dans ce livre, exactement de la même manière en fait. C'est juste que comme on n'en parle jamais, on a l'impression que c'est profondément féministe ou voilà, et ça l'est. Mais en fait, ce qui est pas normal, c'est qu'on n'en parle pas par ailleurs.
c'est normal que j'en parle quand elles ont changé l'histoire et quand sans elles, on serait jamais posé sur la Lune en fait. Donc oui, moi je peux t'en sortir une liste, voilà, des dizaines et des dizaines de noms de femmes qui ont marqué l'histoire des sciences et du spatial et qu'on ne connaît pas. Alors ça change un petit peu parce que la société fait que voilà, on est dans une période un petit peu de transition, mais voilà, il faut que les autrices et les auteurs, enfin il faut que tout le monde prenne l'habitude de parler aussi des femmes qui ont marqué l'histoire et pas seulement des hommes. On passe maintenant à Mars Horizon qui a été un véritable coup de cœur pour moi. C'est une BD très instructive qui pourtant m'a beaucoup émue. Alors certes, on va beaucoup parler de Mars, mais on évoque également Europe qui est le satellite naturel de Jupiter, qui actuellement nous laisse relativement dans l'expectative quant à la vie extraterrestre. Et je me suis justement demandé si pour cette BD particulièrement, tu avais rencontré des spécialistes de la question et ou de Mars, et dans quelle mesure tu t'étais permise d'imaginer ce qu'il pouvait se passer dans les océans d'Europe, si c'était en fait une partie qui s'appuyait sur des hypothèses scientifiques ou si c'était une partie un peu plus fantasmée. Alors pour tous mes livres, que ce soit pour Mars Horizon ou pour l'espace sans gravité, enfin pour tous, même pour mes scripts de vidéo, je me fais aider, enfin je vais voir des experts, ou je les appelle, ou j'envoie des mails, etc. Donc je ne fais rien sans l'aide des scientifiques. Ça c'est clair que je ne travaille pas sans eux. Et ensuite, ils relisent, ils valident. Ah mais à la virgule près. C'est-à-dire que je ne publie rien qui ne soit pas validé par un expert. Qui savent vraiment de quoi ils parlent, eux ou elles. Et donc oui, je travaille avec des scientifiques vraiment de manière très proche. Maintenant, la différence, Mars Horizon, la différence avec les autres livres, c'est que c'est de la fiction, puisque ça se passe en 2080. Mais cela dit, toutes les lois physiques sont respectées. Et même s'il y a des choses qui n'existent pas en termes d'ingénierie ou de découverte, etc., ce ne sont pas des choses farfelues, ce sont des choses qui pourraient arriver en 2080. Donc, évidemment, on n'a pas la preuve qu'il y ait de la vie sous la glace, enfin dans les océans d'Europe, on n'en a absolument pas la preuve, si on saurait qu'on n'est pas seul dans l'univers, ce qui n'est pas le cas, mais si tu as des infos, je prends. Mais cela dit, Europe fait partie des endroits privilégiés pour les exobiologistes pour y trouver de la vie. On a des indices, on a des gros indices que peut-être éventuellement la vie pourrait s'y être développée. Donc j'ai juste tiré la ficelle en fait, mais je ne suis pas partie de, enfin voilà, j'ai pas choisi Europe par hasard. C'est vraiment qu'on a des faisceaux d'indices qui font que, voilà, si on veut trouver de la vie quelque part, certes, on va la chercher sur Mars, mais aussi il y a Europe, il y a Encelade, voilà, il y en a quelques-unes comme ça. Et il se trouve que Europe, c'est ma préférée. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais oui, tout est validé par les experts et qui m'ont dit oui, effectivement, c'est pas complètement farfelu. Effectivement, il pourrait y avoir de la vie sous Europe. Maintenant, on est en train de spoiler la BD là, parce qu'en fait, on donne la fin, mais ouais, c'est ça. Mais en fait, la manière dont je l'ai représentée, dont je l'ai imaginée, cette vie, là, c'est moi qui invente, bien entendu. Ça pourrait ne pas du tout être ça, comme ça pourrait être ça, comme ça. Bon, voilà, là, c'est ma vision d'autrice, voilà, qui suit. Et du coup, justement, là, je me pose une question, mais au niveau du dessin, tu as vraiment travaillé avec l'illustrateur pour imaginer ce qui pouvait être la vie, ou c'est lui qui s'est donné non, c'est moi qui lui ai donné des indications, parce qu'en fait, j'ai voulu être réaliste, et donc le réalisme a été poussé jusque dans les dessins, jusqu'en les moindres détails, et je l'ai fait chier, le pauvre, mais c'est un saint, voilà, je lui ai dit, le boulon là, c'est pas possible, enfin, là tu peux pas faire ça, de toute façon le caillou il est trop gros, enfin vraiment dans ce genre de détails. Donc c'est moi qui lui ai dit, voilà, j'imagine ça comme ça, et puis mais voilà, il a juste appliqué bêtement ce que je lui ai dit. Maintenant il a eu quand même quelques libertés, hein, mais ouais, absolument. Vraiment les cases, ce qu'elle devait contenir Non, ça, pour le découpage, c'est lui qui a beaucoup fait parce qu'il avait beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, c'était ma première BD, je savais absolument pas comment on écrivait une BD. Donc au niveau du découpage, il m'a vachement guidée. Après, j'ai réajusté le scénario, les dialogues, etc. pour que quand on tourne, enfin quand on arrive à la dernière case de la dernière page, on ait envie de tourner la page, ce que moi j'imaginais même pas. Enfin voilà, j'ai tout découvert, hein, vraiment. Et là-dessus, il m'a beaucoup aidé. Mais sur vraiment les détails du dessin, la technique, les engins, les robots, les vaisseaux. Voilà, je l'ai vraiment guidé, je lui faisais des schémas pour lui expliquer, en fait c'est comme ça,
Voilà. Il y a des petits schémas au début de chaque chapitre. Des croquis. C'est des croquis de toi, du coup? Absolument. Oh là là, non, moi je sais vraiment pas dessiner. Okay. Non, c'est lui qui s'est éclaté à faire des croquis. Mais par exemple, tu vois, juste un exemple, il y a un croquis à un moment avec des équations, des flèches dans tous les sens. Ça, c'est Erwan qui a dessiné, mais les équations, les calculs sont justes. Mais j'ai demandé à une amie ingénieure de les faire. Parce que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Donc c'est juste, tu peux vérifier les calculs par un scientifique ou un ingénieur, ils sont justes. C'est juste, c'est pas moi qui les fais. Donc on a envoyé les calculs à Erwan qui a recopié scrupuleusement. Je comprends pas, mais c'est impressionnant. Non, mais voilà, c'est après, moi je m'aide de scientifiques et comme ça on arrive à quelque chose qui est réaliste. Mars Horizon, c'est aussi une BD qui se teinte de beaucoup d'humanité et dans laquelle tu dépoussières énormément l'image qu'on pourrait se faire des scientifiques, même si, il faut le dire, c'est quelque chose que tu fais très régulièrement et qu'on peut même retrouver dans L'espace sans gravité. Comment as-tu créé tes personnages et surtout les liens qu'ils entretiennent les uns avec les autres, comme par exemple le polyamour? Moi, je voulais présenter autre chose que la vision hétéro-centrée, blanc. Enfin voilà, ça me fait chier, ça m'emmerde. Et puis surtout, quand on ira vers Mars, il faudra représenter toute l'humanité. Enfin, une question philosophique, éthique, enfin voilà. Et donc, bon, bien sûr, il y aura des aspects géopolitiques. Évidemment que les agences qui mettront le plus d'argent dans cette mission auront le plus d'astronautes de leur nationalité qui iront. C'est pour ça qu'il y a 2 Américains, c'est pour ça qu'il y a une Russe. Et puis j'ai choisi les grandes puissances spatiales actuelles. Encore une fois, j'ai juste étiré, c'est juste dans 60 ans, hein, 2080, c'est demain. Donc il y a une Chinoise, il y a un Indien, parce que l'Inde est une grande puissance spatiale, il y a une Européenne, donc Jeanne, il y a 2 Américains, une Russe et j'en oublie, bref, non je crois que c'est ça. Et donc voilà, donc les nationalités c'est comme ça. Ensuite j'ai essayé de représenter tous les types de couleurs, donc l'Indien est un peu foncé, parmi les 2 Américains il y a un noir américain, donc il y a une Asiatique, enfin voilà. Et puis la question des rapports humains dans ce genre de mission se posera de toute façon. Moi j'ai discuté avec un astronaute qui a fait Apollo 15 l'année dernière, donc Apollo 15 quoi, le mec il a fait 70 fois le tour de la Lune. Il a dit mais moi si on m'avait proposé une mission vers Mars quand j'étais jeune, j'aurais dit non parce que j'aurais jamais pu rester célibataire pendant 3 ans. Quand il dit célibataire, c'est dire pas avoir de relations sexuelles, etc., etc. Ce que je comprends, je veux dire, ça fait partie de la vie, quand on est jeune, ça fait... Bon, voilà. Et donc, c'est une question qu'il faudra se poser. Maintenant, j'ose pas la poser à des astronautes parce que c'est intime et que ça me regarde pas, mais lui, il m'en a parlé... Voilà, donc très bien. Donc là, je me suis dit, ben forcément, il va falloir, pour que la mission se passe bien, et voilà, sans stress, sans conflit, enfin, en tout cas pour les éviter au maximum, il faut que tous soient intimes les uns avec les autres, qui se connaissent, qu'il n'y ait pas un couple et puis 4 personnes qui ne le soient pas, et qu'il y ait peut-être des histoires entre eux, et que ça fasse des histoires, et que non. Donc, ils se connaissent tous les uns les autres, ils ne sont pas forcément amoureux les uns les autres, mais ils sont tous amants les uns avec les autres. Ils se connaissent tous, voilà, homme avec homme avec femme avec femme, peu importe. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai imaginé le truc. Maintenant, quand j'en ai parlé au responsable du bien-être des astronautes européens, qui m'a aidé pour la BD, il m'a dit ouais, je suis pas sûre que que la société est évaluée à ce point dans 60 ans, mais pourquoi pas, c'est une solution pour éviter les conflits. C'est ma vision. Alors ça, pour le coup, c'est ma vision d'autrice, c'est ma liberté artistique, on va dire. Mais voilà, c'est ma proposition pour qu'une mission de 3 ans dans des conditions extrêmes, hostiles, où on peut perdre la vie à chaque instant et où sa vie dépend des autres, se passe le plus fluidement possible. En tout cas, moi je trouvais que c'était justement un positionnement super intéressant et en plus de ça, je veux dire, comme tu dis, c'est ta position d'autrice, mais ouais. En plus même, je veux dire, le message de fin, tu insuffles quand même un message positif. Donc, mais oui, c'est peut-être pas le cas, c'est bien justement d'amorcer ce genre de vision en fait. Mais pourquoi on irait sur Mars pour se taper sur la gueule? Enfin, je veux dire, n'y allons pas dans ce cas-là. Ouais, ça n'a aucun sens. Donc oui, et ils sont passionnés par Mars, c'est le rêve de toute une vie, tu t'entraînes 20 ans pour y aller. Enfin, je veux dire, évidemment, ça peut pas ne pas être positif. Même quand on est allé sur la Lune, ça a été positif, même si c'était dans un contexte de guerre froide, où il fallait être plus rapide que les soviétiques, etc. Bon, mais au final, on y est allé et c'était une victoire de l'humanité. C'était plus la victoire des Américains. Enfin, ça l'a été. Enfin, voilà. Mais ce que l'histoire retient, c'est l'humanité est allée sur la Lune. L'homme, en l'occurrence, parce qu'aucune femme n'y est allée. Mais voilà, on a marché sur la Lune et ça nous parle à tous. Qu'on vive n'importe où sur Terre, qu'on ait n'importe quelle religion, philosophie, genre, sexe, orientation sexuelle, on s'en fout. On est allé sur la Lune et on se met tous dans ce « on ».
Et j'espère que voilà, on ira sur Mars sans contexte géopolitique où il faudra être le premier pour voilà. Non, je pense que de toute façon une mission comme ça coûtera tellement cher qu'il faudra s'y mettre tous les uns avec les autres, que ce sera un équipage international comme la station spatiale l'est, donc on sait le faire, on le fait depuis 15-20 ans, on le sait le faire, et public et privé en même temps. Voilà, voilà, et donc on sera unis et c'est en tant qu'humanité unie qu'on ira sur Mars. Ça ne pourra pas se faire sans ça. Ou si ça se fait, ce sera dommage. J'imagine que l'écriture de cette BD a dû être quelque chose de complètement fou pour toi parce qu'on le sait, tu as vraiment multiplié les expériences en rapport avec Mars. Tu as même candidaté pour le projet Mars One qui a pour but d'installer définitivement une colonie humaine sur Mars. D'ailleurs, tu es allé très loin dans les sélections et j'ai l'impression que ça reprend un tout petit peu ce projet-là. Et il faut dire aussi que le personnage de Jeanne Clairvoy, qui est l'une des 4 astronautes à descendre sur Mars, te ressemble un petit peu et du coup je me suis demandé quel effet ça t'avait fait de pouvoir écrire une BD comme celle-ci et de pouvoir vivre en quelque sorte par procuration cette aventure sur Mars. Oui, elle me ressemble, c'est moi, hein, Jeanne, c'est mon 3e prénom. Oui, bien sûr. Après, ça reprend pas le projet Mars One. Hein. Le projet Mars One, c'est complètement autre chose. Mais oui, effectivement, il y a très peu de chances que j'aille sur Mars un jour. Faut être réaliste. Donc oui, j'y suis allée par procuration, par le biais de ce personnage qui me ressemble beaucoup. Donc c'était une manière. Mais cela dit, je me suis servie de mon expérience de candidate à Mars One et des réflexions que je m'étais faites et des questions philosophiques que je m'étais posées sur ce qu'impliquait un tel voyage, sans billet retour, etc. Et je m'en suis servie pour nourrir les personnages, pas seulement Jeanne, hein, parce qu'il faut savoir que quand on écrit quelque chose, tous les personnages sortent de la tête d'un même auteur ou d'une même autrice. Donc évidemment, Jeanne me ressemble physiquement, mais tous les autres, Sam, ils sont tous moi. Et donc voilà, je me suis nourrie de ce que j'ai vécu, et puis j'ai fait une expérience de simulation de séjour martien dans le désert de l'Utah aussi. Enfin, j'ai plein d'expériences comme ça autour de Mars qui font qui ont nourri chacun des personnages de différentes manières. Et ensuite, je les ai nourris d'autres choses selon les personnalités et puis les petites fiches personnages que je leur ai faites et les liens entre eux et leur histoire personnelle, mais voilà, oui, évidemment que mon expérience a vachement nourri le scénario et les personnages. Ce que j'ai également beaucoup aimé dans cette BD, c'est cette sensation que la réalité scientifique se mêle à la science-fiction, et je me suis demandé si, avec Erwan Surcouf, vous vous étiez inspiré de la culture geek, de votre imaginaire, de tout ce qui n'attrait pas directement avec les sciences du spatial pour écrire et illustrer cette BD. Alors en fait, l'objectif de cette collection chez Delcourt, c'est de la vulgarisation scientifique. Donc il y a clairement un but de vulgarisation de toute façon. Maintenant, j'en ai fait une fiction. Moi, j'ai appelé ça de la vulgarifiction. Voilà. Donc oui, il y a un but scientifique, c'est pour ça que c'est aussi réaliste, et ça c'était voulu pour. Maintenant, j'ai fait chier Erwan sur des détails, parce que justement, des fois, il dessinait des trucs qui étaient pas réalistes. C'est-à-dire, à un moment, on voit Elena dans le vaisseau, donc en orbite, donc elle est en orbite, donc elle est en apesanteur, et elle tenait une tasse de café à la main. Et ce n'est pas possible ça en apesanteur, parce que le café vole. Donc je lui ai dit non Erwan, en apesanteur il n'y a pas de tasse de café à la main. Donc il a remplacé ça par une pomme. Or ils sont autour de Mars, donc ça fait 6-7 mois qu'ils sont partis de la Terre. Et une pomme c'est pas possible, une pomme fraîche ce n'est pas possible. Donc je lui dis ah non, une pomme fraîche c'est pas possible, ils ont pas de pommier, c'est pas possible d'avoir une pomme fraîche. Par contre si tu veux mettre un fruit frais, tu peux mettre une fraise, parce que des fraises on peut en faire pousser en apesanteur pendant 6 mois, enfin voilà, c'est possible. Donc le détail est allé jusque là. Donc c'est vraiment nourri de ça. Et en termes de culture geek, il y a plein de références dans la BD, on en a mis chacun des nôtres pour se faire plaisir tous les deux. Donc c'est bourré de références geek, de culture pop, etc. parce que ça nous fait marrer. Et ça fait marrer les gens. Donc c'est cool. Cette interview est maintenant terminée, ça a été un réel plaisir pour moi de pouvoir rencontrer Florence Porcel. D'ailleurs, si tu passes par là, je te remercie énormément pour le temps que tu m'as consacré et pour les réponses que tu m'as données. C'était juste complètement passionnant et ça a été un réel plaisir pour moi. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite de faire de très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous également et à plus. Ciao!